Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Merci d'être là, fidèle au poste. On va vous embarquer pour 52 minutes de bonheur dans cette émission. Alors notre invité fil rouge, c'est le navigateur Yvan Bourgnon, marin hors pair, vous le savez, qui a remporté bien des courses au large depuis 2 décennies. Il a réussi en septembre un incroyable défi sur son catamaran, sans habitacle ni assistance, en devenant au péril de sa vie le premier homme à franchir le passage du nord-ouest pour rejoindre le Groenland. Alors de retour sur Terre, il souhaite partager ses aventures à travers un documentaire en équilibre sur l'océan dont il nous parlera tout à l'heure. Comme chaque lundi, également, place à l'innovation avec Stéphane Gramont. Ce matin, il nous présente une application qui modernise les visioconférences. Appizy, c'est son nom. Elle permet de passer un appel vidéo ou audio en un simple clic sans passer par un ordinateur. Elle a été créée à Lannion par Michel Lostis qui est avec nous ce matin. Dans notre rubrique Conso, nous ferons un zoom sur l'un des produits phares de la mer, bien entendu, l'huître. On la consomme toute l'année en Bretagne, mais bien sûr le mois de décembre signe son plein boom pour les fêtes. L'huître, la reine des tables, on en parle dans un instant avec notre expert Olivier Dauvert. Et puis il sera question d'emploi, bien entendu, comme chaque lundi, à travers le programme court Recrutez-moi. Enfin, le cabinet de curiosité de François Coulon nous fera découvrir la céramique pseudo-palissie du grand céramiste Saint-Angèle légendaire. Et vous verrez, il y a de l'actualité dans l'air. Et pour finir, nous n'échapperons pas au débriefing de l'émission par la truculente Catherine Bossard, comédienne de son état. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à vous. Bon début de semaine. Bonjour Yvan Bourgnon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes né en Suisse, ce qui n'est pas exactement un pays de marins. Et pourtant, avec des parents boulangers, mais surtout jurassiens, où il peut faire jusqu'à moins 30 degrés l'hiver, vous aviez, je crois, dans vos gènes, finalement, une résistance au froid et aux pépins de la vie, je crois. Sans doute même. Faut au moins ça, quand même, pour réussir un tour du monde, comme vous l'avez fait, ou une traversée de l'Arctique, on y reviendra tout à l'heure. On avait envie, nous, d'en savoir plus sur vous. Alors, je propose de tirer un premier petit papier. Allez-y. Ah, d'accord. On va voir ce qui va sortir. Alors, Pimorpen. Pimorpen, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça évoque forcément le bateau de mes parents qui nous a permis de découvrir la mer et de faire le tour du monde en famille, pour ma part, entre l'âge de 8 et 12 ans. Alors, Pimorpen, c'est un nom breton, évidemment, qui veut dire tête de cochon. Donc, voilà, c'est ma mère qui se répétait souvent qu'elle avait 3 têtes de cochon à bord. Donc, mon père et mon frère, évidemment. D'accord. Alors, Pimorpen. Je vais vous proposer de tirer un deuxième petit papier. Ouais. Et on va voir ce qui va sortir. Sans doute un rapport avec la mer, forcément. Mal de mer. Alors, vous l'avez, vous, le mal de mer, ou pas ? Écoutez, le mal de mer, c'est venu, oui, une fois, en fait, tout simplement, quand je suis parti sur ce tour du monde. Pour la première fois, j'avais 8 ans et j'ai traversé le golfe de Gascogne avec mes parents. Et là, j'ai découvert le mal de mer à l'âge de 8 ans. Et je me suis dit, c'est ça le bateau, c'est pas très drôle. Mais voilà, après, j'ai progressé dans mon apprentissage. Et puis, en tout cas, ça a duré quelques semaines. Et après, j'ai plus jamais eu mal de mer de ma vie. Donc, mais je sais ce que c'est, quoi. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes amariné, comme on dit dans le jargon des marins. Tout à fait, c'est ça ? Bon, alors vous restez avec nous. Vos parents étaient commerçants, Yvan Bourgnon, donc, avant de faire le tour du monde, je veux dire, puisqu'ils étaient boulangers. Ouais. Eh bien, on va vous présenter une solution innovante qui devrait vous parler dans ce cas-là. Chaque lundi, Stéphane Gramont nous présente ses plus belles innovations bretonnes. Et ce matin, une application créée à Lannion par Michel Lostis. C'est l'invité de Stéphane ce matin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, c'est une innovation qui va parler aux commerçants en particulier ce matin. Voilà, vous savez que Michel Lostis a failli pas pouvoir nous rejoindre. Vous avez eu des soucis sur la route, dans le train, non ? Ah non, pas sur la route, mais j'avais une réunion sur Paris, donc j'ai dû m'arranger. D'accord, parce qu'on aurait pu faire cette interview avec le système Appizy de Michel Lostis, parce que c'est de la visioconférence. Donc on aurait pu, avec votre système, finalement vous contacter sans avoir rien à installer sur son ordinateur, sans manipulation compliquée, pouvoir discuter avec vous, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. En fait, on réalise des solutions de communication par vidéo-assistance, enfin vidéo plutôt, sur une simple page web ou sur une invitation par SMS ou par email. Alors Laurence y faisait allusion, en gros, qui sont les gens qui vont se servir d'Appizy au quotidien ?
Alors tout le monde connaît les usages de la vidéo au quotidien. Pour se parler, en fait, on permet en fait, d'introduire les solutions de visio sur des sites internet. Donc ça peut être le site d'une banque pour contacter son conseiller à distance. Les gens se déplacent de moins en moins dans les agences. Donc c'est un moyen quand même de réhumaniser un peu la relation, d'avoir un contact visuel avec son correspondant. Ça peut être pour la consultation médicale à distance. Ça peut être également en fait pour des usages où là on ne va pas se montrer mais on va montrer quelque chose pour se faire assister, donc de l'assistance par vidéo temps réel. D'accord, donc je suis sur mon catamaran au milieu du Pacifique. J'ai un petit problème au niveau du rail de grand voile. J'appelle mon équipe et puis je lui montre avec mon téléphone quels sont les problèmes. Il y a des... Voilà, tout à fait. Alors, comme toujours dans la vidéo, il faut du réseau. Donc, si sur le catamaran, on est capable d'avoir l'accès satellite qui permet de transmettre la vidéo, effectivement, on peut tout à fait se faire assister sur un élément technique quelconque qui serait défaillant. Sans avoir toute l'équipe à bord, en fait, on peut montrer quelque chose et avoir un retour d'un expert ou d'un sachant. Ah oui, il y a déjà des skippers qui se font assister de cette manière avec une définition de l'image qui n'est pas terrible, mais en tout cas, ils se font assister. Ils ont effectivement une caméra et ils sont capables d'avoir de l'assistance, par exemple, en filmant le moteur, en filmant les pièces. Et là, du coup, avoir en live la réparation en temps réel. Ouais. Vous, quand vous avez la possibilité d'avoir le réseau, vous préférez passer un appel vidéo et voir vos proches, ou vous êtes encore sur l'audio quand vous avez du réseau, hein. Pour le coup, je naviguais sur les petits catamarans de sport, donc pas d'antenne satellite, vraiment. Ouais. Donc j'avais juste un téléphone par satellite, ce qui était déjà pas mal. Et dans l'océan Arctique, notamment avec les satellites qui sont très au nord, c'était très bien parce que ça fonctionnait bien. Ouais. Alors, j'imagine qu'un professionnel, lui, il n'a pas de problème pour montrer un moteur, pour dialoguer avec un collègue. Le client d'une banque ou le client d'une agence immobilière, c'est peut-être un petit peu différent. Quels sont vos retours de la part des usagers? Est-ce qu'il y a une facilité à se montrer finalement? Alors, en fait, il y avait une certaine réticence, je veux dire, il y a plusieurs années en fait, sur l'usage de la vidéo. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise la vidéo, soit un Skype, soit une solution de vidéo. Donc, le grand public aujourd'hui a tout à fait l'habitude de ce type d'usage et donc n'a pas peur en fait d'utiliser ce type de service aujourd'hui. Alors, vous êt un ancien d'Orange à Lannion, hein. Orange et Lannion, c'est toute une histoire. Il y a quelques années, on allait beaucoup à Lannion parce qu'il y avait des problèmes justement dans la filière télécom. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que des entreprises comme Apizee, justement, redynamisent ce territoire? Alors c'est assez particulier Lannion, effectivement, comme vous le dites, hein, c'est un tissu très centré sur les technologies, avec ce que vous avez dit effectivement sur des réductions d'emplois dans les deux principaux grands groupes, ou un des deux principalement. Et ce qu'on voit quand on regarde la courbe d'emploi des grands groupes, elle est toujours en décroissance. Mais depuis, je dirais, les années 2000, il y a une courbe qui est en croissance, c'est la courbe de l'emploi dans les PME. Et finalement, aujourd'hui, on a un taux d'emploi en fait, qui est à peu près constant, voire en légère augmentation, alors qu'on a une baisse des grands donneurs d'ordre en fait. Donc pour les Lagnonnais, le ciel est un petit peu plus bleu? C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un événement dans un des deux grands groupes, on en parle beaucoup, mais globalement, le tissu est dynamique. D'accord. Et d'ailleurs, à Apizee, vous avez été retenu par la French Tech comme étant les 80 entreprises les plus dynamiques finalement du territoire, puisque le critère, c'est d'avoir 100% de croissance pendant 3 ans et d'être une entreprise technologique. Donc vous faites partie un petit peu des pépites, c'est comme ça qu'on les appelle. Ce pass French Tech au niveau national, ça va vous ouvrir des portes? Alors, on est très heureux effectivement d'avoir eu ce pass French Tech. Ce qu'il faut voir, c'est aussi donner une image en fait positive de la France, la capacité de la France de manière globale à innover, à avoir des technologies. On était toujours un petit peu dans le bashing en fait pendant très longtemps, et là on montre une dynamique positive. Donc c'est surtout ça qui est important pour donner envie finalement à nos prospects et à l'international, et aussi aux Français de manière générale à aller de l'avant.
Bon, Bah on voilà. vous La souhaite Bretagne bonne chance, toujours à la peut-être à pointe l'international d'ailleurs. de l'innovation. Oui. Pointe de l'innovation pour la Bretagne, évidemment. Merci beaucoup Stéphane, merci Michel. Alors vous, Yvan, vous êtes toujours aussi à la pointe de l'innovation, on ne compte plus vos exploits en mer, bien sûr. Alors le dernier défi que vous avez réalisé, un défi absolument extrême, incroyable, hein, on va le rappeler quand même, avec un petit catamaran de sport, sans habitacle, sans assistance. Vous avez été le premier à franchir le passage du Nord-Ouest dans l'Arctique. Donc c'était un peu un défi fou, c'était des conditions dantesques. Bah en fait, contrairement à mon collègue, moi je suis parti un peu avec un concept un peu inversé où justement toute la technologie, toute l'innovation, j'ai laissé un peu de côté. Et l'idée c'était plutôt de repartir avec un bateau, des concepts ancestraux, avec 2 coques, un mât, une voile et avoir le minimum à bord. Et puis quand on parle là-haut dans le Grand Nord, en fait, la cartographie n'existe pas parce que ça a été cartographié avec les satellites, mais pas avec des repérages hydrographiques. Donc du coup, c'est une navigation vraiment à vue. Donc on peut ne naviguer qu'avec ce qu'on voit. D'ailleurs, dans ma trace, on voit sur mon GPS que j'avais un tout petit peu de technique quand même à bord. Mais souvent, je traverse des îles comme ça, je traverse des endroits qui sont complètement censés, où il n'y a pas d'eau, où il y a même des îles. Donc on voit bien que c'est une navigation où il faut découvrir et naviguer à vue, naviguer un petit peu à l'ancienne. Et ça m'a plu, parce que c'était vraiment authentique et nature comme navigation. On va le voir justement, on va voir quelques images, on va voir que c'était pas tellement simple. Voilà, il va vite falloir que je me sorte de ce merdier là avant que la nuit tombe. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Putain, mais les conditions de merde que j'ai quoi. Il n'y a pas de vent, il y a des glaçons, il y a la nuit quoi. C'est toujours le stress et j'en ai plein de marre quoi. Putain, je suis tout le temps tendu quoi. Il n'y a pas une minute de répit, j'en ai marre, nom de Dieu. C'est pas magnifique, hein? C'est le pire moment, c'est quand je dois aller aux toilettes. J'essaie de choisir un moment où il y a du soleil. Et là, il fait -5. Il faut que j'enlève une bonne partie de mes vêtements. C'est trop froid. Le pont est complètement verglacé. Il faut que je fasse très attention de ne pas glisser. Voilà, j'ai atteint le point le plus au nord de là où j'irai jamais. 73 degrés, 54 minutes et 45 nord. Voilà, a priori, c'est le maximum d'heure que j'aurai. Alors j'ai la chance de voir des superbes glaciers qui descendent entre les montagnes. Le glacier se jette dans la mer et fournit des petits icebergs que je dois éviter après. Waouh. Respect, chapeau bas. C'est la première fois que vous naviguiez avec la peur au ventre, quoi, parce qu'on vous voit craquer à un moment quand même. C'était très dur comme défi. Oui, tout à fait. En fait, ça ne devait pas se passer comme ça parce que les conditions, moi, on m'avait dit le Grand Nord, c'est quand même grand soleil tout le temps. Ouais, surtout en juillet et août, il n'y a pas de tempête et finalement l'été il fait froid mais c'est quand même des températures positives. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça en gros parce que j'ai eu beaucoup de glace, j'ai eu des températures plutôt négatives. J'ai dû naviguer de nuit en fait parce que je me suis retrouvé à naviguer en septembre et des tempêtes, j'en ai eu 7 quand même, donc une par semaine quasiment et des trucs assez violents puisque j'ai eu jusqu'à 130 km/h de vent. Sur un petit bateau comme ça, c'est pas du tout évidemment adapté pour. Par contre, voilà, après au niveau de la faune et de la nature, j'en ai pris plein la vue. Parce que là-bas, au moins, c'est voilà, c'est dame nature comme on l'imagine. Et puis j'ai découvert des animaux que j'avais jamais vus, comme les belugas, les narvals, les dauphins, les baleines, pardon. Et voilà, donc ça, c'est sûr que c'était mon quotidien et ça a été exceptionnel. Vous êtes un marin d'expérience, hein, bien sûr. Vous vous attendiez quand même à être vraiment mis à rude épreuve de cette façon-là ? J'ai été malmené. Après, vous savez, c'est comme les gars qui montent en Everest. Et ils vont toujours choisir le jour où il fait beau pour monter à l'Everest. Sauf qu'il y a une expédition sur 20, ça va mal tourner. La tempête va arriver alors qu'elle n'était pas prévue.
Et puis voilà, ça va dégénérer, ça va être de pire en pire. Et moi, sur un défi qui devait durer 45 jours, bah, ça s'est terminé en 72 jours. J'ai navigué quelque part en plein hiver, parce que le mois de septembre, il fait -5, -10. Et puis les glaces, c'était une année, on dit qu'il y a un réchauffement climatique, mais à cet endroit précis, c'était pas tellement un réchauffement cette année. Et voilà, j'ai été bloqué constamment dans les glaçons. Et puis comme le bateau était en composite, en plastique, à chaque fois que je me faisais compresser comme ça par les glaçons, j'entendais commencer à entendre les bruits de craquement, le carbone qui commençait à craquer et tout. Et je me disais, ça y est, ça va être ma dernière heure, ça va exploser. Et puis je vais me retrouver soit dans l'eau, soit sur un bout de glaçon à la dérive. Et là-bas, comme les secours, ça prend tout de suite quelques jours. Évidemment, tu comprends vite que soit tu restes en vie sur ton bateau, soit c'est fini, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez montrer par cet exploit? Est-ce qu'il y avait un but Il y avait une soif de découverte, parce que un marin, je pense que tout marin qu'on est, on a tous un jour, on a envie d'aller dans ces pôles, mais aussi, voilà, l'idée c'était de faire aussi un clin d'œil sur le réchauffement climatique, sur la pollution maritime, puisque ça me concerne aussi avec mon association Sea Cleaner. Et sur le réchauffement climatique, pour vous donner une idée, ce parcours, c'était la moitié de la traversée de l'océan Arctique. Il y a 10 ans, en gros, il y avait 80% de glace. Et cette année, il y a à peu près 20%. Donc 20% qui m'ont posé des difficultés, mais quand même, ça a sérieusement évolué. Et en discutant avec les Inuits, les pêcheurs, un petit peu dans différentes escales, j'ai été surpris de voir leurs témoignages. Les gars te racontent quand même qu'ils sont ultra agacés du fait qu'il y ait la mer et que quand ils étaient petits, il n'y avait que la banquise, la mer n'existait pas, quoi. Donc là, cette année, ils ont eu 3, 4, 5 mois de mer. Et pour eux, c'est catastrophique. Ils ont l'habitude de faire leur trou dans la banquise pour pêcher et pas de voir l'eau comme ça. Ils ne savent pas la gérer, ils savent pas faire avec. Par exemple, ça fait fuir pas mal les ours polaires, les phoques, tout ça. Ils ont plus de mal à les chasser du fait du retrait de la banquise. Et donc, ils sont contrariés. Et puis, il y a des règlements maintenant qui contraignent tous ces Inuits à pêcher moins, à chasser moins. On a aussi, par exemple, certains ont surpêché la baleine. Donc, ils ont droit genre, à une baleine par an, à quelques ours polaires. Et leur quotidien, là-bas, eux, leur passion, c'est de pêcher, de chasser et tout. Et ils n'ont même plus le droit de faire ça, quoi. Alors qu'ils y sont pour rien. Finalement, c'est les civilisations modernes qui ont tout ruiné. Ça ne vient pas d'eux, quoi. Et concernant la pollution des plastiques, est-ce que vous en avez constaté beaucoup? Non, justement, c'était plutôt un bon constat. On était très surpris chez Sea Cleaner de voir des études un peu alarmistes sur l'océan Arctique au niveau des plastiques. Et je pense que c'était très localisé, en fait, ces études-là. Là, pour avoir vraiment parcouru 8000 km, on voit bien qu'à la surface, il n'y a rien du tout. Donc, je veux bien croire qu'il y a un peu de plastique entre deux eaux qui s'est dégradé. Mais en général, quand il n'y a rien en surface, il y a vraiment très, très peu de pollution. Donc, Sea Cleaner n'aura pas besoin de travailler dans ces zones-là. Dans ces zones-là. Bon, on parlera de ce projet Sea Cleaner tout à l'heure. On va rester dans le domaine de l'océan avec le responsable éditorial du magazine Littoral, Patrick Soulabaille, que nous allons recevoir plutôt sur ce plateau, qui nous rejoint. Merci beaucoup Stéphane, merci Michel. Merci. Bonjour Patrick. Alors, comment allez-vous? Très bien. Bon. Très bien, parce que Vous avez les yeux brillants. Mais oui, on s'est croisés au Havre. Yvan a été notre invité dans l'émission Littoral. C'était une superbe émission. Grâce à Yvan, bien sûr. C'était chouette. C'est un très beau témoignage. Ouais. Et voilà, quoi. Et c'était émouvant. Enfin, il y avait plein de choses. Donc je reste sur cette émission et ce souvenir, évidemment, ça me donne le sourire. Ouais, véritable héros des mers, hein, on sait. Alors c'est vrai que vous avez quand même, vous vous êtes illustré dans une transat mythique, on va dire, la Jacques Vabre, forcément. Oui, on va en reparler, c'est en 97, mais avant j'ai fait un parallèle, j'ai envie de faire un parallèle. Il y a une phrase de Albert Einstein qui dit « C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il a reçu ». Et je me demandais si, dans une certaine mesure, cette phrase n'était pas faite pour vous, puisque... La mer vous a beaucoup donné, et maintenant vous essayez peut-être de lui rendre tout ça en alertant tout le monde, les médias, sur l'état des océans. Tout à fait, oui. C'est sûr que si à 45 ans on ne commence pas à vouloir avoir plus de maturité et avoir envie de donner, quand est-ce qu'on le fera? Donc c'est à deux niveaux, effectivement. Il y a d'un côté l'envie de partager ce qu'on vit à bord, parce que quelque part ces aventures solitaires, c'est un peu dommage de les garder pour soi.
et tout l'état d'esprit, la motivation, la méditation, tout ce qu'on peut traverser dans ces moments-là, c'est intéressant de le partager, montrer aux gens qu'ils peuvent aller au bout de leurs rêves, au bout de leurs défis. Et puis d'un autre côté, effectivement, sur la planète et sur les océans en particulier, nous, les skippers, on est quand même les premiers concernés. On l'a vu sur le dernier Vendée Globe, combien de skippers ont subi des avaries à cause des ovnis et ont dû abandonner. C'est quand même malheureux. Donc on est les premiers à en subir les conséquences. C'est à nous d'être un peu les porte-parole et les ambassadeurs pour défendre ces océans. Et les chiffres sont terribles pour l'humanité et pour l'avenir. Donc à nous d'agir et de faire quelque chose de concret. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu ? Oui, complètement. Ouais. Oui, je pense qu'en tout cas, dans nos civilisations modernes en Europe, on est très attendu. Nous, on voit bien, notre projet Cyclineur a beaucoup de succès. Les gens ont vraiment besoin de changements et c'est très anxiogène tout ça. Et ils attendent vraiment des solutions, en fait. Et c'est vrai que c'est le problème de l'écologie en général, c'est qu'on tire la sonnette d'alarme de tous les côtés. Mais quand on réfléchit, ça parle, ça cause, machin et tout, mais il n'y a pas vraiment d'action concrète qui est sur le terrain. Et donc voilà, nous, on propose en tout cas, c'est peut-être qu'une petite pierre à l'édifice, mais en tout cas, c'est une vraie action concrète et il y a un vrai travail de terrain, quoi. Ce qui est superbe dans ces histoires, c'est que non seulement il y a des informations qui passent, mais c'est aussi l'exploit. Moi, je suis épaté par ce que vous avez fait, mais pas seulement le Groenland et tout, mais aussi ce que vous avez fait avant, votre tour du monde sur le Hobby 4. Et ça me rappelle aussi des grands noms. Je pense dans les glaces, ça me rappelle de Kerguelen qui est parti, qui a découvert les îles de la Désolation. Donc vous me rappelez de Kerguelen. Vous me rappelez aussi un monsieur qui s'appelait Marcel Bardiot. Je ne sais pas si vous connaissez. Il est tombé dans l'anonymat le plus complet. D'accord. Et ce monsieur a fait plusieurs fois le tour du monde. Il a été en 1943. Il a été dans les années 40. Il a été un champion de kayak. C'est lui qui a amené l'esquimotage en France, il faut le savoir. C'est pas grand-chose. Après, il a fait un tour du monde de 1950 à 1958. Et ce monsieur a fait sa dernière traversée de l'Atlantique en solitaire à 88 ans. Waouh. C'est pas mal, hein. Je vous vois bien faire ça, moi, plus tard. Je sais pas pourquoi. Et son ambition, tenez-vous bien, c'était d'être le premier à faire un tour du monde en tant que centenaire. Ah. Ouais, il voulait y aller. Bon, il est décédé à 91 ans, malheureusement. Mais vous le ferez, vous, le tour du monde en tant que centenaire. J'avais envie de vous donner une idée pour vos 100 ans, mais vous n'êtes pas obligé. On en reparlera dans quelques années. Pardon. Tout à fait. Il y a encore quelques belles années. Oui, je vous les souhaite. Non, mais c'est amusant, les gens qui se lancent des défis comme ça. On a aussi Alain Maignan qui fait le tour du monde. Ce facteur qui est parti, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Il fait un tour du monde à l'envers actuellement sur un bateau de 12 mètres qui s'appelle le Schouten, un petit bateau grand public. Excellent. Donc il va mettre 1 an à le faire, son tour du monde. Et ce sont des défis de l'impossible, mais c'est absolument fabuleux, quoi. Heureusement qu'il y a des gens comme vous pour le faire. Il y a des gens qui vont faire un golf, qui ont peur d'aller faire un golf parce qu'il pleut quand même. Donc... Non, mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour commencer la voile. Il y a des gens qui commencent la voile à 60 ans et qui découvrent et bon, ils ne vont pas jamais faire des choses évidemment très extrêmes, mais en tout cas, ils vont se passionner, ils vont pouvoir voyager, ils vont pouvoir vivre une retraite exceptionnelle, malgré qu'ils aient découvert la mer et la voile sur le tard. Et donc, l'ouverture en tout cas peut se faire à tout moment. Pour combien de temps pour apprendre à naviguer correctement? Aller pour une traversée de l'Atlantique? Ça dépend, tout dépend. On peut être Imaginez Laurence. On peut être un simple équipier et prendre du plaisir et travailler, naviguer avec des bons. Il n'y a pas forcément besoin d'être skipper tout de suite et d'être un chef de bateau. On peut prendre du plaisir juste en tirant quelques fois sur les ficelles et en observant. Mais il y en a qui apprennent très très vite. Il suffit d'être un peu intelligent et de regarder les autres faire et on apprend vite. Il y en a qui a toujours appris très vite, c'est Laurent, votre frère. Ouais. Est-ce que vous êtes inspiré un peu de ce qu'il avait fait en 1986, parce qu'il avait traversé l'Atlantique sur un Hobby 4, de 5,40 m son Hobby 4, je crois. Il fallait oser, il avait 18 ans. Il n'était pas tout seul. Oui, non, clairement, je pense que c'était un esprit de famille dès le début. Vous avez été élevé comme ça, en fait. Voilà, mes parents, quand ils partent faire le tour du monde, qui sont boulangers en Suisse et qu'ils n'ont jamais vu la mer et qui font un stage au Glénan et qui se retrouvent tout de suite propulsés sur les océans avec leurs enfants, c'est déjà des aventuriers dans leur genre. Donc ils nous ont inculqué cette passion de la mer, de l'aventure et tout ça. Laurent était effectivement le premier à montrer le chemin. Il a enchaîné sur des plus gros bateaux, mais effectivement, ça a toujours été l'ADN de la famille de vivre des choses fortes, de l'aventure, des choses nouvelles, inédites. Et voilà, c'est vrai qu'on n'aime pas les choses répétitives dans la famille. On a tout. Effectivement. Je vous propose, Laurent a gagné la course du Figaro. Première participation, il remporte la course du Figaro.
En 1997, on va revoir les images, on les a vues au Havre, mais je sais que c'était important. Vous faites la Jacques Vabre avec Laurent et vous l'emportez en 1997. Donc voici ces images, elles ne vont pas tarder à apparaître. Vous vous souvenez de cette traversée, forcément? C'était il y a tout juste 20 ans, effectivement, et ça restera, je pense, pour toute ma vie, les plus belles images et les plus belles moments de victoire et de navigation avec mon frère, à la fois parce que c'était mon frère et que c'était un duo exceptionnel. On était vraiment à l'apothéose de notre sport, on était sur la machine la plus exceptionnelle qu'on pouvait imaginer à l'époque, la Primagaz. Et en plus, on finissait cette course avec 24 heures d'avance, donc on n'avait pas ce stress de se dire il y a un gars qui nous colle aux fesses. Et donc on a déroulé la course un peu comme ça, comme on l'entendait, avec nos choix à nous, et avec notre envie, avec notre niaque, avec notre rythme. Et on s'est régalé, quoi. C'était vraiment 15 jours de bonheur. Et vous avez au passage battu quelques records, je crois, des 24 heures, c'était pas là? Je sais plus, mais en tout cas, on avait battu le record de l'épreuve, je crois. Fous, mais voilà, on était bien énervés. Moi, je me souviens, je vais terminer là-dessus, mais je me souviens de 1998, l'arrivée de Laurent Bourgnon, la route du Rhum, j'y étais. Et je vois ce type, beau comme un dieu déjà, avec les fusées de détresse. On était sur les pontons à l'époque, tout le monde venait sur les pontons, toute la population était là, les journalistes on était au milieu, serrés les uns contre les autres, on tentait de filmer comme on pouvait. Tu as Laurent qui arrive, quoi, les feux de détresse, et puis ça illuminait, c'était arrivé, c'était magnifique. Moi, c'est mon premier vrai souvenir d'arrivée. C'est fou ce que c'est arrivé à marquer les esprits. Ah, moi, elle m'a marqué. Quand on voit même d'autres arrivées de route du Rhum qui finalement sont passées presque à la trappe, l'arrivée de Laurent, ça restera dans l'esprit des gens pour toujours. Ouais, c'est assez étonnant. Pour moi, c'est la plus belle. Enfin, j'en ai vécu 4 arrivées là-bas, mais celle-ci était absolument magique, hein. Magnifique. Tant mieux, en tout cas, il méritait ça. Hein. Oui. Et il nous manque. Ouais. Beaucoup. D'accord. Mais vous avez repris le flambeau. Et de quelle belle façon. On essaie de continuer. Maintenant, il y a des responsabilités aussi, hein, parce que ma petite famille, on était les seuls 2 frères. Voilà. Puis je suis père de 3 garçons maintenant. Donc, on se sent aussi un petit peu responsable quand même, malgré toutes ces folies. Oui. Vous restez avec nous, Yvan Bourgnon. La mer, vous l'aimez ô combien? Est-ce que vous aimez également les huîtres? Ah, j'adore. Ouais. Bon, alors justement, ça tombe bien, on les consomme toute l'année, vous savez, nous en Bretagne évidemment, mais elles vont connaître un pic dans leur vente, bien sûr, le mois prochain pour les fêtes. Eh bien, comment bien les choisir? On en parle tout de suite avec notre expert consommation, Olivier Dauvert, qui nous reçoit tout. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, on ne le sait pas, mais l'huître n'est ni française et encore moins bretonne. Oui, alors ça va commencer par choquer certains. Effectivement, elle n'est pas du tout bretonne. Les premières traces d'élevage d'huîtres remontent à la préhistoire et c'était en Chine. Donc, vous voyez, on est très très loin de la Bretagne et de la France. Elle est arrivée sur les côtes atlantiques un peu par accident au 19e siècle, par un bateau qui transportait des huîtres portugaises qui a fait naufrage au large de la Gironde. Petit à petit, les huîtres ont colonisé la côte atlantique jusqu'à la Bretagne. Dans les années 70, patatras, une maladie détruit, décime cette espèce-là. Il faut aller chercher de nouvelles huîtres ailleurs. C'est l'espèce qui s'appelle l'huître japonaise. Et donc, depuis les années 70, on a des huîtres japonaises. Vous voyez qu'on n'est pas quand même très, très français, encore moins bretonne sur le sujet de l'huître, en tous les cas, à la base. On n'est même pas les premiers producteurs au monde, puisqu'on en produit à peu près 100 000 tonnes par an, ce qui est déjà pas mal. Mais les Chinois, eux, ils en produisent 4 millions de tonnes, c'est-à-dire 40 fois plus. Donc, on est juste, encore une fois, pas sur la même échelle. Oui, mais par contre, on est les champions du monde de la consommation. Ah, on a bien un titre, oui. C'est celui-là, effectivement. On en consomme à peu près 1 kilo, un peu plus d'1 kilo par an et par personne pour ceux qui en achètent. Comme on est un Français sur 5 à en acheter, ça veut dire que ceux qui en avalent 5 kilos par personne. Donc là, pour le coup, on est vraiment les champions du monde de la consommation des huîtres. C'est déjà ça. Et en qualité, on est les champions Alors là, le problème de la qualité, c'est que c'est très subjectif et même suivant les origines que vous auriez en France, vous ne seriez pas d'accord sur la qualité pour savoir si la Cancale est meilleure que la Saint-Va ou la Fine de Clerc, par exemple. Alors justement, c'est pas facile. Comment s'y retrouver dans les différents types d'huîtres? Alors déjà, il y a c'est celle que l'on voit sur les images. Hein. En ce moment, ce sont des huîtres creuses. C'est l'essentiel de la production. Ça représente à peu près 98% de la production. Les autres sont les huîtres plates, évidemment. Et ensuite, on les définit par leur bassin de production. Donc si c'est des huîtres de Méditerranée, ça peut être par exemple des bouzigues. Des huîtres d'Atlantique, ça peut être des bassins d'Arcachon. Si elles sont bretonnes, elles seront de Cancale ou du Morbihan, entre autres, ou des Normandes de Saint-Valahougue, par exemple. Et puis ensuite, vous avez une huître un peu particulière qui est malgré tout la star, et encore une fois, ça va faire mal aux Bretons, mais c'est la vérité, c'est la marraine Oléron, tout simplement parce qu'elle est affinée un peu comme on le dit pour du fromage. Ça veut dire que les dernières semaines avant qu'elle soit consommée,
On va la mettre dans des bassins. Ça s'appelle des clairs, et donc là, le goût va changer, la couleur va changer, elle va devenir aussi légèrement verte, et donc cet affinage-là va produire des huîtres différentes, ça s'appelle les fines de clair, et c'est finalement la Rolls, en tous les cas, de l'huître française, ce sont les Marennes-Oléron. Alors juste, à quoi est due cette couleur, justement? Alors, la couleur que vous voyez justement dans ces marennes, c'est la conséquence de cet élevage, ou de cet affinage, pardon, pour être précis, dans les clairs. L'huître, pour manger, elle filtre de l'eau en permanence, et il y a une microalgue qui s'appelle la navicule bleue qui est dans ces bassins-là. L'huître la filtre, elle garde le pigment qui s'appelle la marénine, et ce pigment va faire que les branchies de l'huître, c'est-à-dire le pourtour à l'intérieur, va se bleuter, va se verdir. Et donc, petit à petit, ça devient l'huître prête à consommer la marraine d'Oléron. C'est pour ça que la marénine a donné son nom à la marraine d'Oléron. Oh, voilà. Écoutez, on a encore appris des choses. Elles ne sont pas élevées là-bas, elles viennent passer un petit temps. Elles sont affinées. Voilà. Elles peuvent venir d'ailleurs de Bretagne et passer quelques semaines dans les bassins, quelques mois dans les bassins. Elles auront droit au titre de l'affinage en clair à marraine d'Oléron. Même quelques jours, ça se Non, je crois qu'il faut au minimum 4 semaines pour être précis. Oui. Voilà. Oui. Mais ça fait quelques jours, 4 semaines, on est d'accord. Par rapport à la Un mot sur les prix, Olivier Dauvert. Ça varie beaucoup. Bah oui, justement. Oui, alors ça varie beaucoup, ça s'explique. au moment des fêtes. Alors déjà, c'est plutôt plus cher parce que c'est ce qui s'appelle la loi de l'offre et de la demande. Mais ensuite, il y a des différences de prix suivant les endroits où vous les achetez. Notamment en Bretagne, on connaît ça souvent près des boulangeries ou des bureaux de tabac le dimanche matin. Vous avez des ostréiculteurs qui viennent de vendre leur production. Et là, c'est entre 5 et 6 euros la douzaine, ce qui est quand même pas cher. Alors quand vous les achetez en grande surface ou en poissonnerie, c'est plutôt entre 8 et 9 euros tout simplement. Et ça s'explique parce qu'il y a plus d'intermédiaires. Donc voilà pourquoi les prix peuvent varier quasiment de 50% suivant l'endroit où vous les achetez le même jour. Donc évidemment, ensuite, à Noël, ça sera encore plus cher, mais partout. Alors, on connaît tous l'expression 13 à la douzaine, je vous en mets 13 à la douzaine. Pourquoi 13 ? Parce qu'il est possible, quand vous achetez des huîtres, que certaines soient vides. Parce qu'on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, c'est pour ça, quand vous regardez, quand on vous les vend, souvent, on les tape l'une contre l'autre pour entendre le bruit. Une huître creuse va faire un bruit différent. Et donc, pour éviter que dans la douzaine que vous auriez acheté, il y en ait une qui ne soit pas conforme, ou qui ne soit pas bonne, ou qui soit vide, eh bien, on vous en donne 13. Comme ça, on prend pas le risque de vous décevoir. Finalement, c'est une bonne tradition. Voilà pourquoi on continue à vous en vendre 13 à la douzaine aujourd'hui encore. Et on va pas s'en plaindre. Oui, c'est ça, il faut juste pas être superstitieux. 13, c'est pas un bon chiffre. Bah si, pour les huîtres. Visiblement pour les huîtres. Juste pour les huîtres, par contre. Et pour le vin, alors, si on souhaite avec accompagner. quoi les boire? Voilà. Alors là, c'est très rare. Les œnologues sont tous d'accord. N'importe quel vin blanc, évidemment, s'il est sec, se mariera parfaitement avec les huîtres parce qu'en gros, le côté sec du vin blanc et le côté iodé de l'huître, c'est sans risque, quelle que soit l'origine, que ce soit un muscadet, que ce soit un Bordeaux blanc, sec évidemment, que ce soit un Alsace, un Loire, peu importe. Vous pouvez même aller sur du champagne ou du crément, à la condition quand même qu'il soit vraiment sec, c'est-à-dire brut et non pas demi-sec, parce que dans le mot demi-sec, on a l'impression qu'il est sec, mais il y a du sucre. Un champagne ou un crément demi-sec, c'est légèrement sucré, et ça, pour le coup, ça n'ira pas du tout avec les huîtres, donc il faut absolument prendre du sec, et ça peut être du champagne, dans ces cas-là, c'est du brut, ou du crément, si vous avez un peu moins de moyens, ça vaut moins de 10 €, c'est finalement pas beaucoup plus cher qu'une bouteille de vin blanc classique, et ça fera son effet. Merci beaucoup, voilà. Olivier. Vous êtes une perle. Puisqu'on reste dans le domaine des huîtres. Excellent, mais ça c'était préparé, ça se voit. Ah non, pas du tout. En plus, non. Yvan, vous êtes très loin de l'image du marin solitaire. Vous êtes quelqu'un qui aimait partager quand vous revenez sur la terre ferme. Et ça s'illustre aujourd'hui parce que vous entamez une tournée cinéma avec un film. Racontez-nous un petit peu. Alors, le film est en équilibre sur l'océan. C'est pas le film de la dernière aventure donc dans le Grand Nord. C'est du tour du monde voilà, d'avant. Tout à fait. Donc, c'est le tour du monde sur le même bateau, Malouloute. Et en fait, la Vertige Prod qui a monté le film, là, cette année, ils ont eu une idée assez originale de prendre que les images embarquées du bord. Tout ce que j'ai pu filmer, finalement, tout seul, comme un grand, avec ma petite caméra à 200 €. Ils ont pris que ça. Ils ont laissé tout le reste de côté. Et ils se sont dit, on peut faire un film avec ça. Et du coup, c'est assez osé parce que choisir le même bonhomme, le même bateau, les mêmes plans, toujours la mer et l'horizon, c'est pas évident de faire un film de 70 minutes là-dessus. Et pourtant, ils ont réussi à montrer toute l'histoire humaine, toute la sensibilité, l'émotion qui peut me traverser, en tout cas, durant 230 jours. Et voilà, donc du coup, le film passe en salle de cinéma et j'ai cœur, moi, à participer à ces séances et puis à animer un débat suite au film. Allez, on va regarder un petit extrait. C'est réalisé par Sébastien Devrien en équilibre sur l'océan. Ça va être mon quotidien pendant un an. 200 jours de mer, 24 heures sur 24. En un an, je vais avoir accumulé presque 15 ans d'expérience de navigation.
cette position. Souvent, je mets un peu comme ça. La pollution, ça peut donner. Arrêtez de consommer. Et après, il y en a qui me demandent pourquoi je fais ça. Époustouflant. Ça donnerait presque le mal de mer, dites donc. On a vraiment l'impression d'être avec vous, quoi, tout le temps. Ouais, on embarque pendant 230 jours sur cette aventure. Et ce qui était sympa, c'est que la caméra, elle n'était pas imposée. Ce documentaire-là n'était pas prévu au départ. Donc je filme quand j'ai envie, quand j'ai pas envie. Puis des fois, c'est mon copain. J'ai envie de me libérer, me parler aussi à quelqu'un. Et c'est la caméra qui fait office. Ouais. Il n'y a pas tant que ça de documentaires comme ça, sur le monde de la voile. Enfin, non, c'est ce qu'on peut regretter, effectivement, des histoires complètes comme ça sur un documentaire de vie de solitaire. Souvent, les chaînes de Théo, les boîtes de prod trouvent ça très vite ennuyant. Donc du coup, voilà, ça fait plaisir de voir enfin un film de mer véritable sur une histoire spontanée, pas trop écrit, pas trop, justement, pas scénarisé. Et voilà, où il y a du contenu réel, quoi. Oui, parce que je suis d'accord avec Yvan, lorsqu'on a des images de voile, souvent c'est presque du convenu. Lorsqu'on voit le Vendée Globe, ils vont passer telle zone, ils font tous un peu les mêmes blagues, le jour de l'an, on retrouve les mêmes images, les mêmes histoires, et ça le fait plus, quoi, ça marche plus, il n'y a plus de spontanéité, et ils sont rentrés dans un rôle de comédien souvent, les skippers. Moi, c'est mon sentiment. Oui, il y a des obligations de communication. Des obligations de communication, donc on se force parfois à communiquer, on trouve le truc. Il y a des règlements où tu es obligé d'envoyer des images toutes les semaines. Et ça devient barbant. Voilà. Franchement, ça devient barbant. Vous allez faire le Vendée Globe, hein, vous nous l'avez annoncé. Oui, 2024 2024. Avec un programme qui commencera en 2020. Ouais. Bon. Là, on verra. D'ici là, il va être bien occupé, Yvan Bourgnon, parce que au-delà de la casquette du navigateur, vous êtes aussi un entrepreneur, mais un entrepreneur soucieux de l'avenir de la planète. Et vous avez un projet magnifique que vous avez lancé il y a 1 an qui s'appelle Sea Cleaners. Alors dites-nous en plus, qu'est-ce que ça va être ce projet? Là, on découvre les premières images du bateau qui a évolué depuis l'année dernière. Donc l'année dernière, on a lancé le projet, le programme. On avait fait une mini-étude de faisabilité qui montrait que c'était imaginable, en tout cas, de concevoir un bateau spectaculaire qui puisse ramasser des déchets en masse. Et puis, on a travaillé dur. On va rendre des études de faisabilité à la fin de l'année qui nous permettent de dire aujourd'hui qu'on va construire un quadrimaran. Le bateau qu'on découvre à l'image, qui est un bateau à 4 coques, immense, de 70 mètres de long, de 49 mètres de large, et qui sera complètement autonome sur le plan énergétique. Donc une plateforme de travail, pas de voile malheureusement, mais un autre système. Voilà, un autre système qui permet d'avoir une navigation propre. Il n'y a pas de consommation gasoil. Donc on a 4 éoliennes Darius, qu'on voit à l'image, qui sont des éoliennes immenses. C'est un peu un défi technologique inédit, qui vont mesurer 40 mètres de haut, et qui ont suffisamment produire l'énergie pour recharger les 100 tonnes de batterie qu'on aura à bord, grâce aussi aux panneaux solaires qui font toute la surface du bateau. Il y en a pour 5000 m². Et là, il y a des moteurs électriques, tout simplement, qui propulsent les 1800 tonnes du bateau. Et entre les coques, surtout, je ne sais pas si on a les images qui sont là, on a des systèmes de tapis roulants, en fait, qui descendent dans l'eau sur 8 mètres de large jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et dès qu'il y a des déchets à la surface des océans, on est capable de piéger littéralement ces déchets dans l'eau, quoi. Vous en avez vu beaucoup, vous, dans le Pacifique Dans l'océan Indien, surtout. Dans l'océan Indien, dans toute la barrière indonésienne, Sri Lanka, Maldives, effectivement, énormément de déchets et de macro-déchets. Et ces déchets, évidemment, on ne va pas ratisser toute la surface des océans, mais tous les déchets qui sont déversés à la mer dans les premières semaines, les premiers mois, ils sont toujours sur la forme d'une bouteille plastique, d'un sac plastique, et ils sont donc ramassables. Et le but, c'est d'aller donc dans les zones de haute contamination, type sortie de grands fleuves, les grandes villes côtières comme Hong Kong ou autres, et donc de se concentrer sur ces zones-là et d'aller dans les zones où le ramassage peut vite être spectaculaire. Sur un bateau comme ça, on va quand même collecter 600 mètres cubes de plastique qui vont remonter à bord, qui vont être pré-triés, qui vont être compactés. Et dès qu'on revient dans les ports, on a des ballots de plastique qui finalement vont repartir dans l'économie circulaire pour être recyclés. Et ce sera un projet qui sera opérationnel d'ici combien d'années? Alors, il faut nous laisser un peu de temps. On a encore 2 années pour finir les études, parce qu'il y a quand même 2 gros enjeux technologiques, le système de collecte et les éoliennes.
Et donc 2 années d'études encore et 2 années de construction. A priori une construction en Bretagne, hein, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et effectivement en 2022 on sera opérationnel avec ce bateau. Voilà, en attendant il nous faut faire des levées de fonds et trouver des partenaires privés. On a déjà trouvé un tiers du budget, on est très heureux et il faut continuer. Eh bien, on vous souhaite bonne chance, en tout cas, pour ce beau projet. Vous restez avec nous, Yvan Bourgnon. Vous le savez, dans cette émission, on s'intéresse bien entendu à vos préoccupations, au premier rang desquelles l'emploi. Eh bien, c'est l'objectif du programme court que nous vous présentons chaque lundi. Ça s'appelle Recrutez-moi. Il est réalisé par Magali Douarche. Vous allez assister à un entretien de recrutement chez WePose, une plateforme de mise en relation entre des cuisinistes et des poseurs. Samuel Clanchin, fondateur et associé, recrute un business développeur. Edouard Sixik, professionnel expérimenté de la cuisine, est à la recherche d'un nouveau challenge. Donc Edouard, bonjour. Tout d'abord, merci de l'intérêt que vous portez à WePose. L'idée, c'est qu'on sorte en fait de cet entretien avec chacun suffisamment d'informations pour pouvoir se positionner pour la suite. D'accord. Donc suite au CV que je vous ai envoyé, vous avez pu remarquer mes différents parcours. Oui. Qui ont, on va dire, quand même un dénominateur commun qui s'appelle la cuisine. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, à différentes étapes des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, d'acquérir une certaine expérience. Quand il m'a parlé de son parcours, j'ai ressenti chez lui en fait une profonde volonté de satisfaire le client. Donc ce qui est important pour WePose, parce que nous, ce qu'on met en avant, c'est la satisfaction client, la qualité en fait du service. Et de ce côté-là, du coup, j'ai ressenti une adéquation avec la valeur qualité-service que nous, on veut véhiculer et mettre en avant. C'est une expérience de plus qui me permet d'avoir un discours complet sur toutes les solutions qu'il faut avoir pour aussi faire face à un échec. D'accord. Quand vous dites échec, c'est-à-dire qu'il y a eu restructuration en fait et il y a eu restructuration, dépôt de bilan, liquidation et tout ça. Ok. Comment vous avez vécu cette... Il m'a posé la question sur le vécu de mon échec, peut-être pour voir quelle proactivité j'en avais généré. Si vous voulez, effectivement, on est une somme d'échecs et on est une somme de réussites. Et souvent, l'un et l'autre sont la conséquence de l'autre. Et à un moment donné, si vous arrivez à un point, vous partez d'un point A pour arriver à un point B, les lignes ne sont pas toujours toutes droites. L'essentiel, effectivement, est d'arriver au point B, j'ai envie de dire. Alors, donc moi, si je me présente en quelques mots, donc j'ai 45 ans, je ne suis pas marié, mais quasi, on va dire que je suis marié. J'ai 2 enfants de 11 et 14 ans. Le dirigeant se présente en abordant sa vie personnelle. C'est original et une excellente pratique pour donner confiance au candidat. Car plus le recruteur est transparent, plus le candidat l'est également. Le côté start-up, incertitude, comment vous voyez ça? Le côté incertitude, je ne le vois plus aujourd'hui. J'ai eu la chance, dans mon entourage très proche, d'avoir des exemples dans ma famille de jeunes qui ont réussi dans des startups. Quand il m'a parlé d'incertitude, à dire vrai, j'ai ressenti le besoin de le rassurer lui. C'est drôle, c'est venu naturellement. Parce que je me suis dit, c'est pas grave, une start-up, c'est moderne, c'est d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'incertitude, c'est la vie qui est incertaine. J'ai quelques petites questions un peu plus perso. Je ne sais pas si vous faites ce que vous aimez dans la vie, faire du sport, aller au cinéma, lire. Je lis tout le temps. Je lis tout le temps, ouais. Effectivement. Et je marche beaucoup. Alors j'aborde les loisirs à la fin parce que je trouve que ça finit sur une note un peu différente. Et parce que tout comme la famille, voilà, les loisirs, la vie perso, c'est quelque chose d'important. Et j'ai besoin de savoir comment la personne en face va se ressourcer et va trouver d'autres moteurs en fait. Faire passer un entretien en visioconférence peut freiner certains recruteurs. Pourtant, lorsque la distance est importante, cela permet un premier contact qui fait gagner du temps. Testez-le, vous serez sûrement étonné de son efficacité. Et oui, on n'arrête pas le progrès. Alors, il y en a un autre qui a travaillé sur une collection, celle de Robien. C'est François Coulon, le conservateur du musée des Beaux-Arts. Bonjour François. Laurence.
Georges Grand. Alors ce matin, vous allez nous présenter une collection étonnante. Dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors oui, c'est vrai que si on trouvait ça dans le grenier de notre grand-mère couvert de poussière, on n'est pas sûr qu'on l'apporterait au musée. Pas certain. Mais voilà, c'est pas certain. Alors vous dites collection, en effet, on en a d'autres. Au musée, je n'ai amené que celle-là parce que je n'ai que 2 mains et donc voilà. C'est une pièce qui est peut-être pas dans nos goûts actuels, on va dire, mais en réalité, quand on la regarde de plus près, elle est quand même assez intrigante. Elle est couverte donc de reptiles batraciens, plantes, etc. Ce qui évoque évidemment le décor de Bernard Palissy, qui a inventé au XVIe siècle, dans cette espèce de mode incroyable de la Renaissance, qui, suite à la découverte de la maison de Néron, qui était couverte de motifs semblables, a généré un type de décor qu'on va retrouver partout, en mêlant énormément d'animaux, de végétaux, et aussi des figures humaines. Et donc Bernard Palissy invente ça, mais surtout il va inventer des petits moules très précis qui vont permettre de reproduire les animaux et les plantes de façon extrêmement réaliste, et il va appeler ça les rustiques figulines. Or, Bernard Palissy, un personnage légendaire qui brûle ses meubles, son plancher pour arriver à découvrir les secrets de la céramique, parce qu'en fait, il est tombé amoureux de la porcelaine qu'il a découverte un jour chez un collectionneur. Puis évidemment, on ne sait pas comment on avait fait la porcelaine, mais il essaye de chercher, mais il va trouver d'autres choses. Et donc, il va réaliser tout ce type de plat, et en 1590, quand il meurt, les archives nous disent qu'il n'y a pas de successeur, et il y a une espèce de trou qui va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, tous nos collègues, y compris ceux du Louvre, nous disaient, eh bien, vous êtes peut-être trompés, c'est pas de la céramique post-Palissy, c'est vraisemblablement peut-être de vos arrière-grands-parents, début du 19e, il faut bien regarder les inventaires, mais on est désolé, ça peut pas être des continuateurs de Palissy. Et puis j'ai retrouvé sauf que j'ai quand même retrouvé le manuscrit de la saisie révolutionnaire de 1794 qui dit bien que les commissaires arrivent dans l'hôtel particulier de Robien et ils décrivent plusieurs pièces de ce style, et il y a à n'en pas douter, c'est celle-là. Alors, nos collègues du Louvre ont organisé un colloque, ils ont réuni des chercheurs, ils ont essayé de reconstituer le corpus, et en fait, on s'est aperçu qu'il y a plein de ce type de pièces, mais qui jusqu'à présent avaient été étiquetées début du 19e, et vraisemblablement, on a donc cette espèce de paradoxe tout à fait étonnant de ne pas avoir d'archives du tout pendant 2 siècles concernant les ateliers qui auraient réalisé ce type d'objets. Et malgré tout, on a toute une série d'objets qui se baladent comme ça. Il y en a à Amiens, il y en a à Londres, il y en a un petit peu partout. Donc le Louvre a tout changé. Donc le Louvre a tout changé grâce à nous. Grâce à vous. C'est quand même beau, ça. C'est tout à fait étonnant. C'est incroyable. Ouais. Et alors aujourd'hui, donc on en est où alors ? Alors, on en est au stade où on est en train de refaire un corpus, donc on doit écrire des articles. Je suis en retard d'ailleurs dans la rédaction de mon article pour parler de cette découverte du manuscrit. Et donc, on va se lancer dans une étude d'un corpus qu'on essaye de reconstituer aujourd'hui. Alors, ce qui est très stimulant, c'est que voilà, on croyait connaître des tas de choses, puis en fait, on est sans arrêt obligé de remettre sur le métier notre ouvrage en reconsidérant les pièces. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est comment le regard change. Puisqu'en jetant un regard 19e sur ce type d'objet, on se dit, bon, ben voilà, c'est plutôt pour Emmaüs que pour le musée. Mais si, voilà, vous n'osiez pas le dire. Mais si vous considérez que c'est du 17e, alors là, du coup, ça change complètement. C'est comme si vous voyiez un petit croquis d'un dessin d'enfant, et puis en fait, vous apercevez que c'est Picasso. Alors là, du coup, votre appréciation de l'œuvre d'art change complètement. Et c'est un petit peu... le prix aussi. Oui, sans doute. Mais bon, comme les œuvres de musée ne sont pas remises sur le marché. Non, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, François, d'être venu nous éclairer sur ce bel objet. Allez, on va peut-être pas dire beau, mais bon, en tout cas... Très intéressant, en tout cas. Curieux, voilà, étonnant. Tout à fait curieux. Merci à vous. Merci beaucoup. Yvan, vous connaissiez ce type d'œuvre ? Non, mais j'ai pas prévu d'en prendre pour ma prochaine traversée. Bon. Si vous étiez, Yvan, un objet d'ailleurs, vous seriez quoi, tiens ? Ah oui, qu'est-ce que je serais comme objet ? Je sais pas, ça me vient pas à l'esprit là. Pas une faïence. Non, c'est vrai. Une coque de noix peut-être. Ah peut-être, oui, c'est vrai. Quelque chose de très léger, de très, voilà, il n'y a pas besoin de grosse préparation, il n'y a pas besoin de grosses contraintes, et tu peux t'échapper, voyager et être presque une plume pour. Plus ça va, plus je voyage moi avec un petit sac à dos et dématérialiser totalement. Voyager léger, du corps et de l'esprit. Vos prochaines dates de tournée pour le cinéma, eh bien, avec ce film En équilibre sur l'océan, on les rappelle, ce sera à Auray le 24 novembre au cinéma Le Tianoc, à Belle-Île le 25 novembre au cinéma Le Palais et à Quiberon le 25 novembre le même jour, mais cette fois-ci le soir, au cinéma Le Paradis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'était très chouette, c'était merci avec beaucoup. vous ce matin, merci infiniment. On va tout de suite avoir le débriefing de l'émission par la comédienne Catherine Bossard qui nous rejoint de ce pas. Bonjour Monsieur Bourgnon. Bonjour Catherine. Bonjour Madame Postic. Bonjour Monsieur Coulon. J'ai remplacé la comédienne. Je m'appelle Nolwenn Le Goff. Je suis psychologue. Voilà. Je vais vous parler de mon offre d'assistance psychologique à distance. Vous n'en aurez peut-être pas besoin, mais peut-être à l'avenir, Monsieur Bourgnon. Notamment, je décline toute une palette d'offres et de services, notamment une assistance psychologique au retour de Monsieur Bourgnon de ses voyages, puisque quand il nous décrit l'état du monde tel qu'il est actuellement, parfois il faut un peu de soutien parce que vous nous parlez de la pollution aussi, de la disparition des eaux, donc c'est important. Voilà, j'offre également une assistance psychologique aux gens qui recevraient à Noël, c'est bientôt les fêtes, aux gens qui recevraient des céramiques par exemple. Bon, c'est joli comme vous le dites, c'est joli, mais c'est un peu plus sympathique dans un musée, ma foi, que dans un salon. Voilà, donc assistant psychologique, n'hésitez pas, faites appel à nous. Et puis surtout, je pense aux Bretons. Je pense aux Bretons qui ont découvert que même leurs huîtres étaient made in China. Ne vous inquiétez pas, il y a des professionnels qui sont là pour vous épauler et qui pensent à vous lors des périodes de fête. Ne vous inquiétez pas les Bretons, nous sommes là avec vous, soyez forts, voilà. Et comme le dit le sage, on l'a vu tout à l'heure, nous sommes une somme d'échecs et de réussites. Les lignes ne sont pas toutes droites, mais en tout cas, vous êtes des perles, vous aussi. Vous aussi, vous êtes des perles. Excusez-moi, d'habitude, je suis un peu plus forte dans mes soutiens psychologiques. Mais voilà, n'hésitez pas à m'appeler, mon numéro est au standard de France 3 Bretagne. Merci, merci beaucoup, ma chère Catherine. Merci infiniment. Merci à vous, Yvan Bourgnon, d'avoir été avec nous sur ces 52 minutes. Vous serez également l'invité de Valérie Chopin ce midi dans le journal régional. Voilà. Eh bien, un grand merci à tous. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Demain, notre invitée, ce sera Isabelle Aubray, la chanteuse, qui reviendra sur sa carrière ô combien merveilleuse. Voilà. Excellente journée à tous. Je vous souhaite une très belle après-midi. À demain, 9h50. Démarrez la journée du